Bienvenue sur School TV, dans le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Cécilia Brio. Salut. Salut Alix. Voici le sommaire. Focus aujourd'hui sur la politique éducative de Villetaneuse. Nous accueillons Natacha Martini, adjointe au maire de Villetaneuse en charge de l'éducation et de la santé. Elle nous expliquera comment la ville repense son modèle éducatif pour le rendre plus inclusif et équitable. Villetaneuse qui refait aussi une beauté à ses établissements. Comment la rénovation des infrastructures va-t-elle améliorer les conditions d'apprentissage et répondre aux enjeux éducatifs de la ville? La réponse dans cette émission. Et puis Cécilia, dans ta loupe, tu nous parles d'un projet pour le moins inédit. Ça s'appelle Caniscole. Oui, c'est ça, c'est un projet innovant qui permet d'apprendre la lecture aux enfants. Et on voit ça dans cette émission. C'est parti. Bonjour Natacha. Bonjour, merci de me recevoir pour parler de ce beau projet éducatif à Villetaneuse. Et on est ravis de vous accueillir, Natacha Martini, adjointe au maire de Villetaneuse, donc déléguée à l'éducation et à la santé. Tout à fait. Natacha, Villetaneuse a lancé un projet pour le moins ambitieux, activé en 2021 je crois, oui. Le projet éducatif territorial. Pour un peu de contexte, il est pensé comme une sorte d'outil permettant aux acteurs éducatifs de se coordonner. Quels constats à Villetaneuse vous ont poussé à sa mise en place ? Eh bien, effectivement, tout est parti d'un constat de départ, d'un constat des besoins, comme pour chaque projet qui se respecte. Et donc, sur Villetaneuse, on a une ville qui est particulièrement jeune, puisque plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Et donc, ce projet éducatif, il avait particulièrement de la valeur et il était particulièrement utile, peut-être sur notre ville plus qu'ailleurs. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a énormément d'élèves, d'enfants, qui sont à Villetaneuse, malheureusement en proie qui rencontrent des problématiques sur le plan psychosocial, sur le plan familial, sur le plan économique, et qui sont, et avec le corollaire du coup du décrochage scolaire, et plus généralement, malheureusement, de l'éloignement un petit peu du système éducatif à terme, donc, puisque plus ils grandissent, plus ils sortent du cadre. Et donc nous, notre rôle en tant qu'élus, notre responsabilité en tant que collectivité, ça a été de proposer en fait une continuité dans l'offre éducative qui est déjà proposée par l'école. Donc on essaye aussi de rattacher nos enfants, nos élèves au contenu purement scolaire en proposant du soutien scolaire, toujours dans une logique vraiment collaborative avec l'éducation nationale. Mais si on se cantonne ne serait-ce qu'à notre rôle en tant que municipalité, on essaye justement donc de diversifier un petit peu l'offre culturelle sur la ville, et pour ça il faut comprendre du coup l'éducation comme quelque chose de global, comme quelque chose comme un tout, parce que en 2025 être éduqué c'est par exemple savoir préserver sa santé et celle des autres. En 2025 être éduqué c'est savoir exercer pleinement sa citoyenneté, c'est aussi savoir s'exprimer, tenir compte de tous les différents modes d'expression qui peuvent exister, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient musicaux, etc. Et donc, c'est un petit peu cet esprit-là, c'est dans cette logique qu'a été créé le projet éducatif de territoire. Mais nous, on a rencontré plusieurs contraintes, en tout cas à Villetaneuse. C'est souvent le cas aussi, je pense, sur d'autres territoires. Un des freins, ça a été de constater que paradoxalement, il y avait un fort tissu éducatif sur la ville. Il y avait une bonne densité au niveau des professionnels de l'éducation sur Villetaneuse, mais qui n'étaient pas forcément connectés entre eux. Et donc, ils n'avaient pas pour habitude, ou très peu, de travailler ensemble, en tout cas sur une ligne éducative qui soit commune. Et donc tout l'enjeu, ça peut paraître terre à terre, mais ça a été pour nous de ramener en fait toutes ces personnes autour d'une table, très concrètement, et de co-construire ensemble donc des orientations, des grands axes, des objectifs, des sous-objectifs qui soient aussi opérationnels. Voilà. Et quelles sont les problématiques éducatives qui ont émergé au fil des années à Villetaneuse et qui ont rendu en fait ce plan urgent ? Les problématiques qui ont émergé, c'est justement ce manque de coordination au niveau des acteurs associatifs et éducatifs, parce qu'il y a un potentiel. C'est aussi, je le disais, les problématiques de décrochage scolaire, avec des réussites aux tests nationaux à l'entrée en 6e qui sont malheureusement pas très bons. Qui vont décrescendo. Qui vont pas en s'améliorant, en tout cas on le constate. Et c'est
de façon très pragmatique, le fait qu'on s'adresse à une ville, comme je le disais, qui est jeune, où on a vraiment un vivier, une jeunesse, et si on s'intéresse un petit peu à l'avenir du territoire, il faut qu'on prenne en charge ces problématiques-là. Donc, si vous voulez, le projet éducatif, pour vous expliquer un petit peu comment il est mené, comment il est construit, sa genèse, c'est un comité de pilotage en fait de professionnels de l'éducation de tous bords en fait qui se réunissent, qui exercent sur la ville, qui se réunissent 3 fois par an pour décider en fait de mettre en exergue, selon la période, selon les besoins, selon les grandes orientations aussi de l'éducation nationale et les objectifs des enseignants, qui décident de mettre en avant plus ou moins 2 ou 3 axes par an. L'année dernière, typiquement, on était sur le pré-JO, JOP. Donc, on a décidé de mettre en avant l'axe 5, qui est l'axe de développement de la pratique sportive. Et cette année, nos choix se sont portés sur 2 axes en particulier, qui est l'exercice de la citoyenneté, pleine et entière, de façon conscientisée, si on reprend l'intitulé exact, et l'éducation à la santé. Et qui compose ce comité exactement? Alors, quels sont les profils? Il y a de tout. Donc, il y a le corps d'inspection de l'éducation nationale sur la circonscription, Madame l'inspectrice, il y a les directeurs d'école, il y a aussi nos agents des services municipaux. Donc, en interne, on a la responsable du PRE, la responsable du pôle santé, etc. Donc, et aussi des acteurs externes comme la CAF qui nous soutiennent aussi, qui soutiennent les parents dans l'axe d'aide à la parentalité. Donc, et aujourd'hui, vous voyez déjà un effet. Qu'est-ce qui vous permet de plus finalement ce projet? Ce qui nous permet de plus, donc, c'est cette cohérence, déjà, ça c'est évident. Mais dont vous voyez déjà les effets? Eh bien, on les voit, mais comme je dis, ça a été compliqué parce qu'il a fallu même en interne, même s'il y avait déjà cette logique en fait, de collaboration un petit peu interservice au niveau de la mairie, ça a été compliqué. Il a fallu former nos agents, il a fallu les accompagner lors de la mise en œuvre de leurs actions sur le terrain. Mais petit à petit, on a réussi à faire en sorte que cette cohérence, elle saute un petit peu aux yeux et que chacun trouve un peu sa place. Comprennent les bienfaits de ces actions. Et donc, ça a permis... Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Est-ce que c'est qui? C'est le maire? C'est le maire et par extension, donc c'est l'adjoint en général. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne à l'éducation. Donc c'est vous qui avez le fin mot finalement quand il faut arbitrer. Alors oui, après la plupart du temps, on est vraiment d'accord sur les orientations. C'est pour prendre des exemples sur les orientations en particulier, on se raccroche souvent à des grandes thématiques éducatives, donc comme la citoyenneté, la santé, la réussite de tous, l'inclusion, le sport. Et celles-ci, elles sont déjà imposées en amont? Ces axes-là, par l'éducation nationale peut-être? Elles ne sont pas imposées par l'éducation nationale, elles sont fortement inspirées, je dirais, quand même, des orientations de l'éducation nationale et des programmes. Il y a un tronc commun à tous les territoires malgré tout. Qu'on retrouve et on n'a rien réinventé. Ça, c'est une certitude, mais on a vous adaptez au territoire. D'adapter au terrain et de faire en sorte que ça fonctionne. Et typiquement, pour prendre là, les actions en faveur de l'éducation à la santé, parce que c'est ce qu'on a choisi de valoriser en 2025, on a choisi... Parce qu'on a constaté qu'il y a un engouement particulier sur, j'ai envie de dire, les grandes campagnes de santé publique qui existent déjà, qui sont identifiées sur le calendrier, telles que Octobre Rose, tel que Mars Bleu, tel que la journée du 8 mars, tout ce qui a trait aussi à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc nous, en tant que ville, on a décidé un peu de s'approprier ces événements, ces dates, pour en faire des événements mairie qui soient rassembleurs, qui soient fédérateurs et qui permettent de toucher et de sensibiliser un maximum de jeunes sur ces thématiques de santé publique. Mais on ne s'est pas cantonné à ça. Mais au-delà de l'engouement, il y avait un enjeu autour de la santé chez les jeunes à Villetaneuse spécifiquement? Oui, parce qu'il y a, il y a énormément de problématiques aussi de violence, des problématiques liées à l'addiction, y compris aux drogues et chez les jeunes publics. Il y a une dépendance aux écrans qui est non négligeable aujourd'hui. Et donc, nous, on décide aussi d'intervenir et de conventionner avec un maximum d'associations, d'intervenants extérieurs, de façon à proposer toutes sortes, c'est là où je dis qu'on va plus loin, toutes sortes d'ateliers sur la ville, qui soient des ateliers de sensibilisation, des ateliers de découverte, des ateliers de formation. On a par exemple une sophrologue qui intervient au centre socioculturel, justement en relation avec les jeunes filles qui ont subi et qui ont été victimes d'abus. On essaie aussi de faire rentrer les associations dans l'école et de les faire intervenir sur des temps dédiés avec des publics et des classes spécifiques sur des thématiques comme le cyberharcèlement,
comme le harcèlement scolaire, comme la nutrition aussi, l'éco-responsabilité. Donc finalement, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est si on considère l'éducation comme un tout, à Villetaneuse, le bilan, c'est qu'on a multiplié les actions et on a pu toucher énormément de jeunes. Ça se voit, c'est quantitatif, on voit le nombre d'enfants qui sont présents sur... Et je ne parle même pas des événements festifs, mais donc nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte de raccrocher les élèves et les élèves en difficulté scolaire au contenu, aux connaissances, aux compétences purement scolaires. Et pour ça, on organise aussi... On va y revenir, mais je crois que Cécilia voulait rebondir à la Oui, moi, je voulais rebondir sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau programme d'éducation à la sexualité qui entrera en vigueur en septembre 2024 ? Moi, en tant qu'enseignante, 2025, à la ville, je vais dire ça comme ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est une très bonne chose pour introduire les notions de consentement. Parce qu'on a énormément aussi de problématiques quand on voit les chiffres liés à l'inceste, liés aux violences sexuelles sur mineurs en général. On s'interroge sur notre devoir que ce soit à l'éducation nationale ou en tant que ville, sur le devoir de sensibiliser justement dès le plus jeune âge à ces notions de consentement, ton corps t'appartient. Et donc, je ne suis pas allée très honnêtement encore dans les détails du programme, mais il me semble qu'on en a fait un petit peu aussi... Vous comprenez les résistances ? Je peux comprendre les résistances à partir du moment où on parlerait de plaisir, on parlerait de ces choses-là, on parlerait de... À quel âge on parle de plaisir, justement ? Alors là, très bonne question. Et je ne sais pas, encore une fois, si c'est la place, si c'est à l'école, effectivement, d'introduire ces notions-là. Mais en tout cas, d'éducation à la sexualité, ça me semble presque logique. Après, je peux comprendre qu'il y ait des parents qui s'inquiètent. Je peux comprendre que tant qu'on n'a pas en visu les contenus et qu'on n'est pas dans la salle de classe au moment où le cours, l'intervention est donnée, ça donne lieu un petit peu à des je dirais pas des fantasmes, mais des choses qui peuvent finalement être fausses aussi. Donc j'avoue que cet axe-là, il est touchy, il est sensible, mais je suis pour plutôt l'introduction justement de la notion de consentement très tôt. Voilà. Pour en revenir donc aux initiatives phares que vous mettez en place pour améliorer la qualité de l'éducation, quels sont les axes majeurs ? Ça se passe au sein des écoles, par du soutien scolaire, de nouvelles méthodologies d'apprentissage ? Eh bien, justement, quand j'en parlais tout à l'heure, pour ce qui est justement de raccrocher les enfants à l'école, on a mis en place un certain nombre de passerelles en tant que ville qui sont un peu plus ludiques, on va dire ça comme ça. On essaye par exemple de proposer des sessions de révision sur les grands examens certificatifs en mairie sous forme d'ateliers ludiques. Là, on met à disposition très concrètement un local pour le club de foot qui, dans le cadre de son activité, propose du soutien scolaire en dehors de ses entraînements, donc sur la base des programmes du primaire, donc en anglais, en français, en maths. On met en place aussi des ateliers le samedi matin d'éloquence, donc pour tout ce qui est prise de parole effectivement en public, lecture de texte, à destination, donc ça c'est le service jeunesse qui l'organise, à destination des 18-25 ans pour leur permettre d'avoir des billes dans leur future recherche d'emploi, dans leur métier, etc. C'est très important, l'expression orale. Et ce sont des initiatives qui ont du succès auprès des jeunes, qui sont demandeurs ? Alors ça commence toujours petit, et puis après on élargit un petit peu comme les cercles dans l'eau, on élargit les publics, et puis là on est très concrètement encore en train de soutenir un des directeurs d'école, de l'école Langevin, qui participe à un concours de lecture avec tous ses CM1. Donc voilà, c'est une façon pour nous entre guillemets, de donner un petit peu un coup de main aussi aux collègues de l'éducation nationale. Et puis je pense que ça porte ses fruits. Voilà, on fera le bilan plus finement en 2026, puisque le PEDT couvre la période 2022-2026. Mais qu'est-ce que vous espérez justement en termes de bilan ? J'espère, et c'est déjà le cas en 2025, avoir contribué à redynamiser le tissu éducatif et justement le tissu aussi associatif, avoir permis de reconnecter, comme je le disais, les professionnels entre eux, et avoir permis un petit peu aussi de remettre chacun à sa place, mais chacun à la même place que tout le monde en fait, parce que quand un enfant s'adresse à vous, que vous soyez
agent d'entretien, que vous soyez infirmière scolaire, que vous soyez ATSEM, qui travaille en bonne intelligence avec l'animateur, en fait, ça forme un corps et ça forme quelque chose aussi qui est identifiable après par nos élèves, nos enfants. Ils nous identifient en gros comme une sorte d'équipe qui est là pour les aider à surmonter leurs difficultés et les accompagner dans leur développement personnel et éducatif. Et donc ça a été quelque chose, je pense, qui a vraiment pris forme à Villetaneuse. En tout cas, on a commencé donc par les grands événements festifs qui sont rassembleurs, qui ne sont pas a priori comme ça de prime abord très éducatifs. Oui, qui fédèrent. Et on en a fait quelque chose d'éducatif, c'est-à-dire que le carnaval, la fête de la ville, la Villetaneusienne, qui est une course sportive pour le Téléthon, la patinoire cet hiver avec le marché de Noël, tout ça, le périscolaire y participe aussi, fait des créations, les animateurs animent des choses en lien avec ces événements. Et donc ça permet non seulement de créer une cohésion, déjà ça c'est positif, mais aussi d'avoir des apprentissages, mine de rien. Et vous évoquiez tout à l'heure le sujet du décrochage scolaire. Qu'est-ce qui est mis en place spécifiquement à cet effet ? On a un service qui s'appelle le PRE, donc, qui s'occupe justement des élèves qui agit en soutien un petit peu dans une logique de mini-PEDT, dans une logique de soutien des élèves en difficulté. Et donc, il travaille de concert avec les enseignants, qui est en lien direct avec les équipes enseignantes pour pouvoir identifier les élèves à besoins particuliers, qui ont des échecs dans leur parcours scolaire, et leur proposer un petit peu sur mesure des ateliers qui soient extrascolaires ou même sur le temps scolaire. Donc le PRE, il s'adresse aux enfants de 2 ans à 16 ans. Voilà. Donc ça, et aussi, et je dirais que c'est une grande réussite de notre projet éducatif, s'il y en a vraiment une à souligner, c'est celle-ci, c'est le lien qui pour moi est fondamental, qu'on a réussi à créer avec les enseignants et avec les équipes de direction des écoles. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place une sorte de récurrence au niveau des réunions de travail, hors conseil d'école, hors comité de pilotage du projet éducatif de territoire, pour parler des questions éducatives lors de ces réunions ville-école, pour vraiment aborder la mise en projet, les contenus pédagogiques purement, et sortir un petit peu de ce lien qu'on a toujours un petit peu à l'esprit, ce lien école-ville, où finalement la ville, elle serait là que pour mettre à disposition ses locaux, pour garantir, c'est beaucoup, mais garantir la sécurité et l'accueil des publics. Et vous pensez que c'est ça fondamentalement qui peut rendre dysfonctionnel parfois Oui, parce qu'il faut qu'on soit envisagé comme des partenaires et pas uniquement justement comme une structure, un organe qui mettrait juste à disposition des locaux, même si c'est très, très important le bâti scolaire. Et les parents, vous les impliquez ? Les parents, alors ça je dirais que c'est vraiment le challenge qui reste à construire, qui reste à faire si toutefois on prolongerait avec notre majorité ce projet éducatif. Mais on voit déjà quelques petits effets. Le challenge, ça a été d'aller chercher pour moi, le premier vecteur éducatif, c'est les familles. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues. Et donc, l'idée, c'était de chercher les personnes et les familles qui étaient le plus éloignées du système éducatif à Villetaneuse, qui étaient en décrochage, vraiment, pour X raisons, parce qu'elles ont d'autres, peut-être, préoccupations moins fun, entre guillemets, que les préoccupations éducatives. Et pour ça, on a organisé un forum de la parentalité. On l'organise tous les ans au mois de juin. Qui, sous couvert en fait de distribution de fournitures, nous permet d'avoir l'intention cachée en fait de ramener ou pas cachée d'ailleurs, de ramener les familles, de pouvoir les identifier, installer un dialogue pour pouvoir. C'est-à-dire que vous vous rendez directement chez eux. Non, elles viennent en mairie. Donc, le forum a lieu en mairie. Et donc, on organise cette distribution de fournitures. Et donc, c'est l'occasion de rencontrer, de toucher un petit peu tout le monde. Et une fois que vous les identifiez, qu'est-ce qui se passe ? On les réoriente soit vers le CCAS, soit vers des structures où on peut... Et il y a la CAF aussi qui tient un stand ce jour-là, tous les ans, pour les aider concrètement dans leur démarche, en fait. Et on essaye aussi de tisser du lien via des discussions autour de l'accompagnement à la parentalité. Donc, sur le lieu du forum même, de lancer des débats sur les dangers des écrans, les choses comme ça. Donc, pour créer, pour être dans l'interaction. Parce que lutter contre le décrochage scolaire, ça passe forcément par remettre les parents dans la boucle. Oui, et j'ai envie de dire, pas seulement les parents qui sont le plus éloignés, c'est déjà très bien,
mais aussi s'intéresser aux parents qui sont déjà proactifs sur la ville, qui sont déjà directement concernés par le fait éducatif à Villetaneuse et qui veulent voir une évolution. Et donc, c'est des personnes, c'est des parents qu'on retrouve dans les associations culturelles, sportives, etc., dans les APE, donc qui sont représentants de parents d'élèves élus. Et à partir de là, il ne s'agit pas de forcément les intégrer dans les organes délibérants ou dans les organes décisionnels, mais de les associer un petit peu à tout ce qui touche à l'école, donc les associer sur les études de programmation des nouvelles écoles, qui puissent faire des choix d'aménagement, voire des choix de matériaux, etc. Et encore, j'ai envie de dire, même sortir de juste cette logique bâtimentaire, encore une fois, sécuritaire, la lampe, elle ne marche pas dans la classe CE2, le portail, il est cassé, et même si c'est légitime, mais de sortir de ça et d'aller vers aussi de la mise en projet pédagogique et qui puisse proposer des moments festifs, des projets pédagogiques, et c'est le cas actuellement. Et fédérer tous ces acteurs autour d'une vision commune, c'est pas de l'ordre de l'impossible parfois ? Si, ça part de très loin, comme je le dis toujours, et on pense toujours que c'est politisé quand je le dis, mais on a récupéré, entre guillemets, une ville en 2020, avec notre majorité, qui n'était pas du tout dans cette logique. Donc, y compris au niveau de notre organisation, comme je le dis, en interne, en mairie. Donc il y avait peu de communication, il y avait vraiment une difficulté à se mettre en projet de façon générale. Et donc ça, moi je me suis dit, voilà, il faut au moins qu'on parte d'un document cadre et qu'à partir de là, on donne du sens aussi aux actions qui existaient déjà, qu'on en recrée d'autres et qu'on aille chercher un petit peu tout le monde pour travailler ensemble. Voilà. C'est l'heure de la loupe, Natacha, ne bougez pas. Et Cécilia, tu nous parles d'un chien qui écoute les histoires d'enfants à Villetaneuse. Oui, c'est ça, c'est un Yorkshire qui s'appelle Baya et qui écoute chaque mercredi les histoires d'enfants entre 6 et 11 ans à la bibliothèque universitaire de Villetaneuse. Alors concrètement, chaque enfant choisit une histoire et la lit de façon totalement spontanée à côté du chien. Les enfants sont accompagnés d'un étudiant en sciences de l'éducation et d'un ingénieur de recherche. On écoute Marie-Hélène Paré-Passos en charge du dispositif. Lui n'est pas jugeant et il ne va jamais donc interrompre la lecture ni se moquer. Donc ça c'est très important. Ensuite, ce qui est très satisfaisant, c'est que pendant toute la durée donc de ce dispositif, nous avons vu beaucoup de modifications chez les enfants et notamment chez un des enfants qui, à la fin de l'année scolaire, sur son dernier bulletin, s'est vu attribuer les félicitations de son enseignant parce qu'il avait fait d'énormes progrès, il avait commencé à participer à la classe alors qu'il était plutôt un enfant renfermé qui restait dans son petit coin, il ne participait pas du tout. Donc ce projet, il est totalement innovant. Il s'appelle Caniscole et il est né d'un partenariat entre la mairie de Villetaneuse et 2 chercheurs de l'université Paris-Nord. Alors il est en expérimentation depuis avril 2024. Il repose sur la médiation canine et il s'adresse aux enfants qui ont à la fois des difficultés scolaires et des difficultés de lecture. Il a déjà permis d'améliorer l'estime et la confiance des élèves en eux, la concentration et l'amélioration de leurs compétences en lecture. Ce dispositif qui est entièrement gratuit, qui propose donc aux enfants de lire au cœur d'une bibliothèque universitaire, leur permet également de découvrir l'université, de désacraliser ce milieu qui leur paraît parfois inaccessible. Donc du coup, j'avais une question pour vous. On estime qu'en France, 1 élève sur 3 rencontre des difficultés de lecture en CM2. Donc c'est selon les évaluations menées par l'Éducation nationale en octobre 2024, on en a parlé tout à l'heure. Face à ces résultats qui sont encourageants liés au dispositif Caniscole, est-ce que vous comptez renouveler ce dispositif dans d'autres lieux de la ville ou l'étendre? Et deuxième question, est-ce que vous avez d'autres dispositifs un peu innovants comme ça pour améliorer par exemple l'apprentissage des mathématiques ou d'une autre matière en particulier?
Alors si je prends votre deuxième question, la réponse est non, parce que pour l'instant on est encore en phase d'un petit peu d'expérimentation. Mais effectivement c'est intéressant d'aller chercher un petit peu des techniques innovantes, surtout en matière d'apprentissage. Après le dispositif est super intéressant et c'est quelque chose qu'on aimerait évidemment développer sur d'autres structures d'accueil de la ville avec du jeune public. Et c'est cohérent justement par rapport à la ligne du projet éducatif de territoire et à l'axe qui concerne l'inclusion, la réussite de tous, et y compris par des moyens un petit peu innovants, déviés, etc. Voilà. Et amener le chien au sein de la salle de classe, est-ce que ce serait possible ou pas? Alors, très concrètement, tout est possible. Après, ça dépend aussi, vous savez, je pense qu'on est en Vigipirate actuellement, qu'on a différents plans voilà, entre les protocoles sanitaires à l'époque et puis actuellement le niveau code rouge de plan Vigipirate. Moi, je dis que tout serait possible. Il faut juste que ce soit bien organisé, que ce soit bien encadré, qu'on ait l'aval aussi de l'éducation nationale, nous, en tant que collectivité. Mais je suis sûre que les enseignants seraient absolument partants pour ce genre d'expérimentation, surtout qu'elle a fait ses preuves. Maintenant, il faut voir les modalités d'organisation et d'accueil du chien. Oui, ça dépend de plusieurs acteurs. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas les initiatives qui manquent. Non, on a plein d'idées. En termes d'accès à la culture et aux loisirs également? Tout simplement, déjà, on a une offre culturelle qui est en plein développement. Donc, on a aussi une adjointe à la culture qui est très proactive et qui va un petit peu chercher des dispositifs innovants aussi. Oui. On a la médiathèque, Annie Ernaux, qui vraiment, avec qui on travaille en bonne intelligence aussi, et la pleine commune, pour amener vers des ateliers aussi lecture, des ateliers culturels, de cuisine, etc. Donc, c'est au niveau du tissu sportif aussi, on a vraiment un tissu associatif qui est dynamique, avec un souci de la ville de les soutenir, comme je disais, donc que ce soit dans leurs initiatives de mettre en place du soutien scolaire, mais aussi des actions culturelles, des fêtes. Donc nous, ils le savent, qu'on est toujours en appui des différentes actions. Ouais. J'aimerais aborder une autre initiative phare à Villetaneuse, la cérémonie des ambassadeurs harcèlement, menée avec les élèves de CE2. Première question, pourquoi les CE2 ? Pourquoi les CE2 ? Parce que c'est un moment dans la scolarité qui est un petit peu intermédiaire. Et puis c'est un moment où on apprend aussi aux élèves à devenir vraiment des citoyens et à exercer aussi leur citoyenneté, de la même manière qu'on les sensibilise aux institutions. Donc c'est au sein des programmes aussi, et c'est en lien. Donc de la même manière qu'on organise des liens ville-école, on fait rentrer aussi l'école dans la mairie. Et donc on organise, je le dis, la visite des institutions en présence d'élus. Donc l'idée, c'était vraiment de marquer ce temps, qui est un temps éducation nationale, qui est un dispositif qui a été initié en 2015 par l'éducation nationale, qui touchait d'abord les lycéens élus, donc au CVL, qui ensuite s'est adressé aux collégiens et qui maintenant est en passe d'être mis en place justement sur l'école primaire. Et donc, le fait de marquer cet événement, de les recevoir avec l'écharpe d'élus... Rapidement, parce qu'on se rapproche de la fin, mais en vrai, est-ce que ça consiste exactement ? Alors, ça consiste c'est des diplômes, en fait, qui valident le fait d'être un ambassadeur anti-harcèlement. Donc, ça responsabilise, en fait, les élèves. Donc, c'est un élève par classe de CE2 qui va se porter volontaire pour dénoncer des cas de harcèlement scolaire qu'il aurait constaté, pour appuyer aussi tout son soutien à l'élève concerné, pour en fait se responsabiliser. C'est vraiment. Ce sera ensuite une sorte de médiateur au sein de la classe. Alors, il n'a pas forcément vocation à être un médiateur, parce qu'il faut aussi le préserver lui en tant que personne, mais de sensibiliser effectivement les élèves à ce danger qu'est le harcèlement scolaire. Merci beaucoup Natacha Martini, c'est déjà la fin. Je vous rappelle, vous êtes adjointe au maire de Villetaneuse, déléguée à l'éducation et à la santé. Merci d'avoir répondu présente. Merci Cécilia. Merci. Et moi je te dis à demain. À demain. À demain pour une nouvelle émission.